Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui deux grands professionnels de l'orthographe qui sont les auteurs d'un livre remis à niveau en orthographe publié par les éditions Studirama. Alors, avant de vous recevoir, Martine et Jean-Stéphane, j'ai fait des petites recherches internet pour savoir quel était le niveau en orthographe, le niveau des élèves français. Alors, je suis tombée sur des articles qui titraient le niveau plonge en chute libre, toujours plus de fautes, des élèves fâchés avec l'orthographe. Est-ce que vous confirmez, Martine ? Mais écoutez, tout à fait, parce que ça fait tout de même un certain nombre d'années que nous travaillons, que nous enseignons et que nous corrigeons des copies, parce que l'écrit, effectivement, l'orthographe c'est à l'écrit, et donc c'est à l'écrit que l'on peut juger de l'orthographe. Et effectivement, il y a un souci, il y a vraiment un souci en ce moment, une baisse du niveau qui a des raisons, des causes que l'on connaît bien entendu, à tel point que ce sont des directeurs de grandes écoles qui ont fait la demande à l'éditeur Studirama d'écrire un livre sur l'orthographe pour aider ces étudiants qui sont méritants, bien sûr, puisqu'ils ambitionnent d'accéder à des grandes écoles, qui sont déjà parfois dans des grandes écoles et qui ont toujours ce souci de l'orthographe. C'est qu'en fait, l'orthographe est à la fois très prisé par les Français. Il y a une grande exigence d'orthographe de la part des Français, les sondages le montrent. Ils ne supportent pas une faute d'orthographe. D'ailleurs, quand on a des livres de bibliothèque, on voit des annotations en face des fautes d'orthographe si certaines fautes ont été, certaines coquilles sont restées. Et en même temps, les choses vont de cette manière-là en ce moment. Le fil de la vie fait qu'il y a tellement de sollicitations, tellement d'autres exigences, tellement d'autres centres d'intérêt, surtout, que l'orthographe n'est pas considérée et négligée. Alors il y a quand même une petite voix intérieure qui nous dit « Ouh là là, quand même ça c'est un souci, ça ne va pas bien », mais ça passe, on laisse filer. Jusqu'au jour où on est devant vraiment là la nécessité d'écrire une lettre de motivation, d'écrire des mails pour chercher un travail, pour chercher un emploi, et ou pour un concours tout simplement, passer un concours, et là effectivement il peut y avoir un gros souci. On a besoin d'écrire correctement. Parce qu'on le sait. Jean-Stéphane, vous, est-ce que vous confirmez la baisse de niveau? Que dit votre expérience à ce sujet? J'évoquais hier avec un collègue d'histoire dans un cours de préparation à sciences politiques le niveau de nos élèves. Et le professeur d'histoire me disait décidément ces élèves sont vraiment très bons à l'oral, c'est vraiment formidable, ils ont l'aisance, ils maîtrisent la méthode, ils sont intéressants, mais le passage à l'écrit est épouvantable. Et je suis bien contraint de leur dire qu'à Sciences Po, ils seront éliminés à cause de l'orthographe. Alors, ils n'en ont pas encore pleinement conscience, parce que les exigences des professeurs au niveau de la première ou de la terminale ne sont pas constantes. Certains professeurs corrigent leurs fautes, d'autres pas. Et finalement, la qualité de l'orthographe finit par être relativisée. Et lorsque ces élèves arrivent au concours, eh bien, c'est un critère de sélection absolument redoutable. Voilà. Alors à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette baisse de niveau? Martine, on discutait tout à l'heure du fait que les écrans finalement venaient... Ah oui, ça c'est sûr, oui. C'est-à-dire que les jeunes comme les adultes, toute notre société passe beaucoup de temps sur les écrans. Et c'est vrai que c'est une mine de savoir, d'indication, de distraction. Bon, tout est sur les écrans maintenant. Et sur les écrans, on passe très vite d'une chose à l'autre. Alors que l'orthographe, elle, la grammaire, la syntaxe, de même que la mathématique, de même que l'histoire, de même que toutes les disciplines, y compris les disciplines scientifiques, sportives, j'insiste sur le sport, demandent une habitude, demandent un entraînement permanent, demandent une constance de l'attention, et voilà, donc on perd un petit peu tout cela, et les exercices répétés d'autrefois, la constance de l'attention,
Maintenant, l'attention est diffuse, et elle est comme ça très sporadique et on passe d'une chose à l'autre. Alors, ce n'est pas très agréable maintenant de dire qu'il faut répéter, qu'il faut recommencer. Et pourtant, lorsqu'on s'y met, lorsqu'il y a un intérêt en fait pour une chose, eh bien, on a envie de le faire. Voilà. Quand on est un sportif passionné par le ski, le golf ou que sais-je encore, le foot, eh bien, on n'a pas de soucis, on ne rechigne pas à s'entraîner 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. Hein. Et nous, ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, justement, c'est de trouver un intérêt. On ne parle pas à des étudiants, à des jeunes adultes, comme on parle à des enfants. On a essayé de susciter chez eux l'intérêt de la langue. Et c'est en pensant que cette langue était magnifique, en essayant de les convaincre, parce que nous sommes convaincus que nous avons une chance inouïe avec notre langue française, que nous pouvons motiver, susciter l'intérêt de nos jeunes pour notre langue. N'oublions pas que notre langue, c'est notre patrimoine, c'est l'élément essentiel de notre patrimoine national. Stéphane Bern nous parle avec beaucoup d'intérêt et très convaincant sur le patrimoine. Camus disait déjà, la langue est notre patrie. Voilà, hein, voilà, la langue est ma patrie. La langue est ma patrie, absolument. C'est notre patrimoine et on le laisse filer et on parle en sautant à pieds joints sur la langue française, en prenant un petit mot puis un autre. Et nous avons essayé d'amener en fait les étudiants, les jeunes, à l'orthographe par l'intérêt que notre langue française, par sa richesse, par sa beauté, ne peut que susciter chez eux. Et pour le démontrer, nous avons pris le parti de nous appuyer uniquement sur des citations d'auteurs français, écrivant très bien, appartenant aux différentes époques et de l'histoire littéraire. C'est pour ça qu'on entendra « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais hein, », ou bien tout conspire et me nuit et conspire à me nuire pour parler de l'orthographe, hein, qui est redoutable. Mais aussi des auteurs scientifiques très nombreux, parce qu'on ne s'appelle pas Einstein ou Buffon si on écrit mal, ça n'est pas possible. Ces auteurs scientifiques écrivent magnifiquement bien. Alors je dis Einstein n'est pas français bien sûr, mais bon. On va venir à la manière dont vous avez construit le livre juste après, mais avant je voudrais que, si c'est possible, vous nous citiez quelques exemples de fautes communes. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans les copies ou dans les CV, dans les lettres de motivation trop souvent. C'est tellement varié. Alors on peut trouver piédestal écrit en 2 mots, voilà, bon ça fait rire les correcteurs. Nous ça ne nous fait pas rire parce que si vous voulez on sait que les élèves ont tellement d'autres qualités, donc on ne rit pas des fautes, on n'en sourit pas, mais il faut savoir que c'est regardé avec vraiment peu de bienveillance, je dirais, les fautes d'orthographe. Il faut que les élèves le sachent. Bon alors on peut entendre aussi le mot ressenti. Le mot ressenti qui est employé à tous les sens ne figure pas dans un dictionnaire. Ce n'est pas un mot français. Alors il se trouvera dans le Larousse qui lui fait le point sur tous les mots qui sont employés. C'est différent. Nous ce que nous conseillons c'est essentiellement de bons dictionnaires. Le dictionnaire de l'Académie française, il faut le savoir, il est en liberté sur Internet. On peut le trouver et ça c'est la référence. C'est un dictionnaire qui est simple, qui est très simple à utiliser. Le dictionnaire aussi Lexilogos. Non, Lexilogos c'est le site. Oui. Le dictionnaire du CNRS, c'est-à-dire le trésor de la langue française, il porte bien son nom. Ce sont des dictionnaires de référence qui sont en accès gratuit sur Internet. Il faut les consulter. Il faut savoir faire la différence entre amener, emmener, apporter. Voilà, il faut savoir aussi distinguer le féminin du masculin. C'est important. Est-ce qu'on dit un altère ou une altère? Est-ce qu'on dit un obélisque ou une obélisque? Des choses comme ça. Et il faut connaître la logique qu'il y a souvent les règles de grammaire. Et ça, c'est intéressant. Autant, bon, savoir si un mot s'écrit d'une façon ou d'une autre, on peut se dire c'est pas très malin finalement. Ça ne fait pas appel à l'intelligence, à l'esprit de recherche. Mais quand on sait ce qu'il y a sous un mot, quand on connaît son étymologie, quand on sait qu'il y a une logique, qu'il y a une raison, mais ça devient passionnant, plus qu'intéressant. Enfin, nous, on est passionnés par cela. Alors, vous parlez de c'est un peu plus difficile quand il s'agit
s'agit de conjugaison ou d'accord des participes passés. Là, c'est vraiment l'écueil principal pour les élèves, pour les étudiants, dès le départ. Hein, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, évidemment, les professeurs débusquent les principales difficultés dès le début, mais c'est quand même, ça exige quand même un effort. Il faut connaître les conjugaisons, savoir quels sont les temps, les modes, etc. Parce qu'il y a de continuelles confusions de la part des élèves, par exemple entre le futur et le conditionnel présent. Les étudiants ne savent pas du tout s'il faut mettre un futur ou un conditionnel, alors que ça a un sens complètement différent. Si vous écrivez une lettre de motivation en disant j'aimerais travailler dans votre entreprise, ça veut dire que vous envisagez la possibilité d'être pris. Alors que si vous dites je travaillerai avec plaisir dans votre entreprise, ça veut dire que vous considérez que vous serez retenu. Et c'est étonnant de voir aussi que des étudiants cherchent comment écrire le présent de l'indicatif ou le passé simple de l'indicatif, alors qu'il n'existe que très peu de formes possibles. Alors ça, quand des étudiants réalisent cela, ils sont très étonnés parce qu'ils pensaient qu'il fallait apprendre tous les verbes par cœur. Mais c'est absurde. Il n'est pas nécessaire d'apprendre tous les verbes par cœur. Il n'existe que 2 terminaisons du présent de l'indicatif. Ou c'est E, E-S-E, ou c'est S-S-T. Bon, avec quelques exceptions, il y a un D parfois, pour il rend. Alors, c'est la même chose pour les temps composés. Les temps composés, il est très facile de retenir les temps composés. Vous avez l'auxiliaire avoir et vous ajoutez le participe passé. Alors que j'ai vu de nombreux étudiants essayer de retenir passé antérieur, plus que parfait, conditionnel passé, alors qu'il suffit d'avoir le verbe avoir et d'y rajouter le participe passé. Ils se compliquent trop la vie. Ils ne font pas confiance à leur langue. C'est comme s'ils imaginaient que pendant des siècles, la langue française n'avait qu'une idée, c'est de leur tendre des pièges et pour les y faire tomber. Alors qu'en réalité, ça n'est pas du tout cela. Il y a une logique, il y a des usages qui se sont imposés, mais finalement, quand on plisse un peu les yeux, on constate qu'il y a au moins entre 5 et 10 000 verbes, selon qu'on compte le préfixe ou pas, qui se conjuguent de la même façon, 300 qui se conjuguent comme le verbe finir, 300 seulement. Et c'est une conjugaison complètement régulière et qu'il n'y a que 160 verbes irréguliers en tout et pour tout sur une dizaine de mille. Bon, des chiffres rassurants, donc merci beaucoup. Et si on regarde un peu votre livre, racontez-nous comment vous l'avez conçu. En 3 parties. Vous avez fait grammaire, puis conjugaison, et ensuite lettres de motivation et CV. Comment on travaille avec ce livre? Comment on s'y plonge? Est-ce que c'est un outil qu'on consulte au quotidien? Comment vous avez... Je crois que la première partie est plutôt une défense de la langue française. Une défense de la langue française, une mise en avant de ses qualités exceptionnelles. Il y a même une comparaison à un moment, sans être chauvin, avec la langue allemande et la place du verbe dans la phrase. Et on peut réaliser à quel point la langue française est logique. Et c'est très intéressant, je reviens à ce que disait Martine tout à l'heure, c'est que nous ne nous contentons pas de proposer des tableaux ou des rubriques, mais aussi nous essayons de faire comprendre la logique de la langue et de créer chez ceux qui lisent cet ouvrage des mécanismes, de leur faire intérioriser la langue, de la faire leur. Il faut que chacun, en lisant ce livre, fasse sienne la langue française. Et je crois que c'est tout à fait possible. Alors la première partie, effectivement, explique l'intérêt de la langue, tout en s'appuyant bien sûr sur des exemples concrets, naturellement. Ce n'est pas un discours uniquement théorique. Hein. Des exercices. Et on arrive progressivement à une série d'exercices. Il y a des séries d'exercices qui s'appuient sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, sur toute l'expérience que nous avons des erreurs que l'on peut commettre en orthographe depuis un certain nombre d'années. Et donc nous partons de ces difficultés rencontrées pour proposer des façons de corriger ces erreurs qui sont parfois faciles à éviter. Voilà. Je vois par exemple les adjectifs de couleur, c'est vrai que c'est pas toujours évident, les adjectifs numéraux, cardinaux et ordinaux. Qu'est-ce qu'on va trouver encore sur langue et orthographe?
l'orthographe, distinguer quoique, quoi oui, que, ou voilà, quelques que, quelques, alors que la règle est relativement simple finalement, une fois qu'on l'a comprise. Le pluriel des noms composés aussi. Et nous essayons toujours de montrer qu'il y a une rigueur et une logique qui font que ça simplifie énormément l'approche de ces questions qui ont l'air complexes, qui ont l'air de ne pas avoir de sens finalement. Alors des exceptions, il y en a, mais ce ne sont que des exceptions et on les liste très rapidement finalement. Donc il ne faut pas croire que la langue française est comme ça quelque chose. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'histoire de la langue française n'a pas pour objectif, la langue française n'a pas pour objectif de tendre des pièges. Allez, on se parle lettre de motivation et CV parce que vous finissez le livre sur cette thématique. C'est plus possible, c'est pas possible d'envoyer une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe à un recruteur, on est d'accord? C'est pas possible, c'est pas possible d'envoyer avec des fautes, ce n'est pas possible et ce n'est pas bien de l'envoyer sans savoir utiliser des mots relativement pas recherchés, mais qui soient du moins en langue soignée. Ce n'est pas possible de ne pas utiliser des temps convenables. J'ai mis dans le livre un exercice dans lequel j'emploie dans un texte extrêmement simple de 2 pages que j'ai inventé tous les temps et tous les modes de la langue française sur 2 pages. Donc ça n'est pas si compliqué que ça. Vous avez réussi à le faire. Oui, j'ai réussi à le faire mais c'est une sorte de jeu qui est présenté dans le livre. Il faut arriver à détecter les temps et les modes qui ont été utilisés, mais je donne avant les moyens de les repérer. Mais dans les lettres de motivation, il est certain qu'il faut non seulement ne pas faire de fautes, mais aussi avoir une langue assez riche. Les lettres de motivation qui sont présentées ont d'ailleurs débouché sur des emplois. C'est-à-dire que les gens qui ont écrit ces lettres ont obtenu un poste. Oui, ce sont des lettres authentiques. Ce sont des lettres absolument authentiques, confiées par des entreprises, sous l'anonymat naturellement. Absolument, ils ne sont pas signés. Il faut préciser qu'il y a aussi un chapitre sur les mails, on dirait les courriels en français, le courrier électronique, voilà, qui prend une certaine place parce que ça ne doit pas non plus être négligé et c'est le quotidien. C'est le quotidien dans la vie professionnelle, dans la future vie de tous ceux qui... Et même dans la vie estudiantine. Absolument. Oui, qui sait qu'on ne multiplie pas les sujets dans un mail. On aborde un sujet, on n'en aborde pas 3 en même temps, parce que la personne qui lit le mail n'a pas le même rapport au temps que la personne qui lit une lettre. Ça n'a rien à voir. Un email, un objet, et développé ensuite dans le corps du mail. Exactement. Martine et Jean-Stéphane Perret, je vous dis un grand merci. Je conseille à tous ceux qui nous regarderont, étudiants, professionnels, de la lecture de votre ouvrage, qui est un outil merveilleux pour éviter toutes les fautes. Voilà, important. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.